19h45, la barrière info soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 23 août 2023. 3 ans, c'est le délai qui est estimé pour la transition du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. L'information a été donnée par le chef de l'État en personne lors de son message adressé aux Nigériens. Quel est le point de vue des acteurs sociaux face à la précision d'une telle échéance? Éléments de réponse dans ce reportage signé Boubacar Ibrahim et Boubacar Souley. C'est en effet dans son message à la nation du samedi 19 août 2023 que le chef de l'État Abdourahmane Tchani a déterminé une échéance à la transition. Pourquoi le chef de l'État s'était-il empressé à préciser un délai? Pour l'instant, nous ne le savons. À savoir que dans ce message, le chef de l'État a déclaré que la transition ne saurait aller au-delà de 3 ans. Est-ce raisonnable? Cette question ne fait pas l'unanimité chez les acteurs sociaux. Si pour d'autres, c'est les différents travaux qui seront déterminés un délai, pour d'autres, compte tenu des défis et des enjeux actuels, rien ne devait justifier une quelconque échéance. Parlant de la durée de la transition, il a proposé que ça n'excède pas 3 ans, mais ça dépend de ce qu'on va faire. Ça dépend du travail, de la nature du travail et des priorités que toutes les couches socio-professionnelles auront à dégager. Moi, je pense que 3 ans, c'est raisonnable, comme il a dit, mais ça dépend de ce qu'on veut faire et comment on veut le faire. Donc, ça va dépendre en réalité des priorités que les assises auront à dégager. Quelles sont les priorités? Quelle est la nature de la transition et quelle est même la vision? C'est donc les orientations, les différentes orientations qui seront vraiment assignées à la transition et même au-delà de la transition. Moi, je ne suis pas d'accord par rapport à la durée qu'avait annoncé le président dans son discours. Je ne suis pas d'accord pour la raison et la suivante. Pour ce pays, il y a eu assez d'histoires, assez de n'importe quoi qui se sont passés durant les 13 années de la Renaissance, acte 1 à 3, pour corriger ces torts, pour ramener le Niger sur le droit chemin. Je pense que 3 ans ne peuvent pas suffire pour vraiment ramener le Niger et retrouver ses valeurs. Je le juge personnellement insuffisant. Par rapport aux défis qu'il y a. 3 ans ne suffisent pas réellement pour assainir tout ce qu'on souhaite assainir, pour asseoir réellement des institutions capables, cette fois-ci, de fonctionner comme nous rêvons de les voir, pour mettre de l'ordre. Je pense que 3 ans, c'est même insuffisant. Pourquoi pas 5 ans? On doit prendre assez de temps pour arranger les choses, pour que nous ne soyons pas une fois de plus dans la même situation après avoir organisé les élections. Les élections, ce n'est pas une priorité. Il a dit 3 ans, en fait, c'est pour être dans la logique de la CEDEAO. Mais en réalité, tout dépend aussi de la population. Parce que là, actuellement, on assiste à une révolution. Donc, durant les assises, les gens pourront décider. Les gens, au cours du dialogue, les gens pourront décider de ce qu'il en est. Et 3 ans, il a dit ça pour être dans le cadre. Mais là, maintenant, si le peuple dit 10 ans, 15 ans, c'est le peuple qui a décidé. Et le peuple est souverain. C'est le dialogue interne-nigérien qui allait déterminer la durée de cette transition-là. Donc lui-même, il a dit que ça ne saurait dépasser 3 ans. Ça peut être 6 mois, ça peut être 9 mois, 18 mois. Donc il faudrait qu'il y ait cette rencontre nationale ou bien cette conférence nationale, ce forum national, pour que les gens puissent se pencher dans le dialogue pour voir quel délai allons-nous accorder à cette transition. A rappeler enfin que depuis l'avènement du multipartisme, la politique a été source de division extrême entre les Nigériens, que les politiques et même tous autant qu'ils sont, animés par un certain souci d'attitude individualiste, ont alimenté. 3 années pourraient-ils suffire pour aller en profondeur de tous les problèmes? La question reste posée. Suite et fin de la série de visites du ministre du Commerce, de l'Industrie, séjour mercredi, une visite de prise de contact et de remise des agents de l'État au travail afin de sortir le Niger des problèmes qui entravent son développement. Ariata Sala, Ibrahim Abdou.
En ce mercredi 23 août 2023, le ministre du Commerce a bouclé sa série de visites qu'il a entrepris en début de semaine en se rendant dans 4 services relevant de son département ministériel. Ainsi, à la Société du riz du Niger RINI, société chargée de la collecte et de la transformation du riz, le ministre a trouvé des agents qui travaillent d'arrache-pied. C'est pourquoi le ministre a rassuré ses agents que l'État fera tout son possible pour épauler la RINI afin d'atteindre son objectif de zéro importation du riz d'ici 2030. J'avais trouvé vraiment un personnel très actif, en train effectivement de mener des actions allant dans le sens de transformer tout ce qu'ils sont là en train de collecter comme riz paddy pour le mettre à la disposition des Nigériens. À ce niveau, j'avais posé effectivement la question de savoir par rapport au stock qui est mis sur les différents points de vente si les difficultés ne sont pas posées à eux. Mais ce qui m'a été relevé, c'est que tout se passe dans les normes et qu'il y a régulièrement les ravitaillements au niveau des points de vente et les prix aussi sont respectés. Au système d'information sur les marchés agricoles CIMA, service chargé de la collecte des prix de produits sur les marchés, le ministre s'est imprégné de leur méthode de travail et les a encouragés à persévérer. Nous avons été au niveau de la structure qui est en charge effectivement de collecter les prix des céréales, des denrées d'une manière générale sur l'ensemble du territoire national et dans la sous-région. Donc ces prix qu'ils collectent, ils les mettent à la disposition de la population comme des opérateurs économiques qui se rendent dans d'autres localités pour acheter certains produits. Donc ils leur mettent en fait tous les éléments pouvant leur permettre d'aller faire des bonnes affaires. Et là, à ce niveau aussi, j'ai trouvé un personnel qui est assez motivé, vraiment bien outillé et ils ont vraiment la technique nécessaire. La société nigérienne de transit Nitra a aussi reçu la visite du ministre du Commerce Seydou Asman, une société qui est sous le poids de la dette fiscale et qui fait face à une concurrence déloyale. À tous ces problèmes, le ministre a promis de trouver une solution pour que la Nitra retrouve ses lettres de noblesse. J'avais trouvé un personnel aussi sur place, mais qui végète dans des difficultés. Pourquoi ces difficultés? Parce que le constat a été fait par rapport à leur activité. Il n'y a pas d'accompagnement. Cette société avait le monopole du transit au Niger. Mais malheureusement, maintenant, ils se sont créés beaucoup de transitaires. Ce qui fait que certains leur ont créé une concurrence déloyale. Alors que eux, cette société-là dispose vraiment de toutes les infrastructures modernes pour sécuriser les biens des gens. J'ai visité leur magasin, j'ai vu que toutes les conditions sont réunies effectivement pour mettre en sécurité les aliments, certains produits périssables. Donc j'ai trouvé une satisfaction totale. Mais l'élan que je demande auprès des Nigériens, c'est effectivement d'aller vers cette société-là qui est disponible, qui a les moyens, qui est représentée un peu partout. Enfin, le grand marché a constitué la dernière étape de la visite du ministre. Après une rencontre avec les acteurs de ce centre commercial, le ministre a tenu à leur livrer ce message. Je suis là devant des jeunes opérateurs économiques vraiment motivés, prêts à accompagner le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Parce que nous avons trouvé vraiment des jeunes très engagés, prêts effectivement à participer dans la mobilisation, dans l'élan national qu'on est là en train de demander auprès de tous les citoyens. Donc à ce niveau-là, en tout cas, ils m'ont rassuré de leur disponibilité et je rentre en tout cas satisfait vraiment pour avoir rencontré en tout cas tout le long de mon périple vraiment des citoyens au même niveau d'engagement que les plus hautes autorités de notre pays. Partout où il est passé, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Seydou Asman, a demandé aux agents de se remettre au travail tout en insistant sur l'esprit de collaboration et de patriotisme pour ramener le Niger sur le rail de développement.
Les cadres du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche sont en conclave à Dosso. Du 23 au 26 août, ces cadres vont se concerter pour doter l'enseignement supérieur nigérien d'une nouvelle politique. C'est le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation technologique qui a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux. Hassan Saleh Moustapha. Cette rencontre des cadres du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique vise entre autres de faire le bilan de l'année académique, d'échanger sur le fonctionnement des organes et des textes qui les régissent. En élaborant un document de politique dédié à la recherche, nous faisons le pari de redynamiser ce secteur, de le rendre plus pragmatique pour le développement du pays, plus visible et plus attractif au financement public comme privé. Toujours dans le cadre de l'amélioration de la couverture globale de l'enseignement supérieur au Niger et du décongestionnement des universités publiques existantes, le gouvernement a créé en 2010 les universités de Maradi, Tawa et Zender qui ont une vocation généraliste comme celle de Niamey. Mais avec une volonté politique d'aller vers le pôle de spécialisation en relation avec les potentialités économiques et écologiques du Niger, le gouvernement a créé en 2014 4 nouvelles universités. Ainsi, pour cet exercice, tous les principaux acteurs du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche vont se pencher sur ces questions du 23 au 26 août 2023 à Dosso. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique qui a présidé cette cérémonie. Professeur Mahamoud Seydou a profité de l'occasion pour rappeler l'importance de cette rencontre pour le secteur de l'enseignement supérieur. Comme l'a rappelé son Excellence, Monsieur le Président du CNSP, chef de l'État, le haut général de brigade Abraham Tiani, lors de son message à la nation du 19 août 2023, le Niger traverse actuellement une période charnière pour son avenir. La transition en cours doit permettre la refondation du pays sur tous les plans. Le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche étant le pilier de tout développement à travers les ressources humaines de niveau supérieur et produit, doit apporter sa contribution. Les présentes assises permettront donc de fournir à mon département ministériel les entrants nécessaires. J'exhorte donc tous les acteurs à redoubler d'efforts et à consentir les sacrifices nécessaires afin que l'année académique 2023-2024 soit celle de la régularisation des cycles universitaires. Au plan social, l'année académique 2022-2023 a été marquée par le retard dans le paiement des bourses et frais d'inscription, la violence sur les campus universitaires, notamment sur les personnels des cours. Le gouvernement va donc poursuivre ses efforts dans le paiement des bourses et de l'aide sociale aux étudiants, le versement des frais d'inscription aux établissements privés d'enseignement supérieur qui accueillent les étudiants boursiers de l'État. Le vaste chantier de réforme du secteur de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation technologique a été également évoqué par le ministre dans son intervention, notamment la politique nationale de la recherche scientifique et la restructuration des universités de la troisième génération, l'université de Tillabéri, Agadez, Difa et Dosso. Situation difficile pour le CNTS paralysé avec les coupures d'électricité auxquelles s'ajoute au manque du groupe électrogène opérationnel. Le sel que dispose ces centres est en panne. Conséquence, les poches de sang sont sous menace de péremption. C'est un reportage signé Sekinatou Sadouj Gazibo sur les images de Sadouj. Comment comprendre que l'on impose à des populations des sanctions qui vont jusqu'à les priver de courant électrique en laissant les malades mourir dans les hôpitaux? En plus de ces conséquences des coupures d'électricité dans les hôpitaux, le Centre national de transfusion sanguine, CNTS, aussi, est dans une situation inconfortable du fait des coupures et de la panne du groupe électrogène, censé alimenter le centre. Vraiment, on a des banques de sang qui conservent le sang. Donc, en cas de coupure, on n'ouvre pas à tort et à travers les banques pour pouvoir conserver la température.
Bon, en cas de longue coupure, ça impacte le sang. Mais heureusement qu'on n'a pas assez de sang pour la conservation. C'est dire que les coupures impactent négativement le bon fonctionnement du CNTS. Au moment du tournage de ce reportage, le centre manque de courant électrique. Les agents sont obligés de faire usage au téléphone portable pour éclairer afin d'assurer la continuité des activités. Une situation qui ne laisse pas indifférent une des responsables, d'où ces cris de cœur. On fait appel au gouvernement si vraiment ils peuvent nous aider dans ce sens, de nous amener un groupe électrogène tout neuf en attendant la réparation définitive du problème d'électricité. Il urge de trouver une solution au Centre national de transfusion sanguine CNTS en le dotant d'un groupe électrogène pour mettre à l'abri les poches de sang qui se trouvent être sous une grande menace de péremption avec les coupures et le manque du groupe électrogène. Voilà à présent l'impact de la fermeture des frontières sur la disponibilité de certaines pièces de rechange à importer. Notre stagiaire de l'ESCOM, Moucharaf Jibo et Sadou Doumi se sont intéressés aux pièces de rechange pour téléphone portable. Suivez le reportage. Le téléphone portable est un outil indispensable dans ce monde contemporain pour les êtres humains. Mais depuis l'annonce des sanctions de la CEDEAO contre le Niger, à Niamey, le prix des pièces de rechange téléphonique reste intact et inchangé sur les marchés de la capitale, contrairement aux rumeurs. Les commerçants demandent à la population de ne pas hésiter à visiter les marchés pour leurs besoins. Tout genre de pièces de rechange pour les téléphones se trouvent dans les marchés. Nous réparons les téléphones qui sont en mauvais état. Les prix des réparations et les pièces sont abordables. Les accessoires pour les téléphones sont là et les prix n'ont pas augmenté. Tout ce dont vous aurez besoin, il y en a dans les marchés. Donc les citoyens peuvent venir chercher ce qu'ils veulent. Selon les clients, les accessoires pour téléphone sont disponibles sur le marché et les prix sont abordables. Tout ce qu'on veut, on trouve dans le marché. Oui. Rien n'a changé. On trouve tout dans le marché. Le prix aussi est normal, parce que le prix c'est moins cher. Oui, le prix n'est pas trop abaissé, c'est pas trop haut. C'est le prix qui a baissé. Parce que les anti-chocs là, on arrive à payer à 500, encore 1000 francs. Mais c'est des qualités. Pour 1000 francs, ça dépasse, la qualité dépasse pour 500. Rien n'a changé dans le marché. Tout ce qu'on veut, on trouve et le prix c'est abordable aussi. Si je viens de payer un téléphone là, bon, vraiment le prix, ça me va beaucoup. Le téléphone portable est toujours un moyen qui facilite la vie en société. Alors, son entretien et sa réparation sont plus que jamais nécessaires. Voilà, nous en venons à présent à notre rendez-vous hebdomadaire de la chronique juridique qui porte cette semaine sur les modalités d'accès à l'information publique. Un sujet traité par Maître Alfred Goubagé, juriste, président de Raza Presse. Très bonne réception à vous. Nous allons parler dans ce numéro des modalités d'accès à l'information publique, toujours sur la base de l'ordonnance 2011-22 du 23 février 2011 portant charte d'accès à l'information publique et aux documents administratifs. Donc cette ordonnance a organisé la façon dont les usagers peuvent accéder à l'information publique, c'est-à-dire la procédure, puisque certes l'accès à l'information publique est un droit. Mais encore, il faudrait qu'on sache comment est-ce que ce droit s'exerce, comment est-ce que l'usager peut solliciter l'accès à l'information publique. C'est sur la présentation d'une requête écrite
ou orale, comment est-ce que cela peut se passer? Donc, et vers quelle autorité le citoyen ou l'usager peut-il se référer pour accéder à l'information publique ou aux documents administratifs? Donc, c'est en ce sens que l'article 15 traitant de l'accès ou des modalités d'accès à l'information publique dispose que les administrations qui produisent ou qui détiennent des informations publiques tiennent à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels elles figurent. Donc, il y a un répertoire au niveau des administrations, des différentes administrations, puisque ça dépend de l'information que vous voulez. Si c'est une information en matière médicale, par exemple, qui relève du ministère de la Santé ou bien qui relève du ministère de l'Industrie, etc., etc. Donc, au niveau de ces administrations, il y a un répertoire qui est tenu et qui est mis à la disposition des usagers dans lequel il y a la mention des principaux documents recherchés par l'usager. Maintenant, l'article 16 dispose que les autorités sont tenues de fournir les documents administratifs et informations communicables. Et ces autorités-là sont les suivantes. Premièrement, vous avez les responsables des administrations centrales et déconcentrées de l'État. Donc, nous sommes en train de parler des autorités qui sont tenues de fournir les documents administratifs ou l'information publique recherchée. Vous avez les responsables des administrations centrales et déconcentrées de l'État. Vous avez les dirigeants des programmes et projets publics. Vous avez les autorités locales. Vous avez les directeurs des entreprises et établissements publics. Vous avez les responsables des organismes de droit public et ceux de droit privé chargés d'une mission de service public. On peut avoir un organisme de droit privé, mais qui est investi d'une mission de service public, donc, ainsi qu'une administration publique. Donc, toutes ces administrations sont tenues de fournir à l'usager l'information ou le document qu'il recherche dans les conditions fixées par la loi. Maintenant, l'accès aux documents administratifs s'exerce au choix de l'usager ou du citoyen ou du demandeur dans la limite des possibilités techniques de l'administration. Parce que vous ne pouvez pas demander un document qui techniquement n'est pas disponible ou techniquement l'administration n'est pas en mesure de vous le donner. Donc c'est dans la mesure des dispositions ou des capacités techniques de l'administration que le document est communiqué. Maintenant, il y a plusieurs façons d'accéder à l'information publique. Il se peut que vous ayez la possibilité, juste pour consulter sur place le document. Vous venez, vous vous présentez à l'administration, vous cherchez à accéder à un document, l'administration vous donne ce document pour consultation, tout comme il se peut que le document fasse l'objet d'une reprographie et dont l'administration vous donne copie. Donc, c'est pourquoi au niveau de l'article 18 de cette ordonnance, l'accès aux documents administratifs s'exerce au choix du demandeur. 1. Il peut être fait par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas. Ça, c'est le premier schéma. Le schéma de la consultation sur place. Si vous arrivez, par exemple, aux archives nationales, vous avez une salle de consultation, de lecture. Quand on vous donne un document, il y a une salle qui a été aménagée qui vous permet de vous installer confortablement et de prendre connaissance ou d'accéder aux documents que vous cherchez. Allez-y aux archives, vous allez voir ce dont je parle. Donc, vous avez également la deuxième possibilité, celle de la reproduction du document. Donc le point B, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais ne puissent excéder le coût de cette reproduction dans des conditions fixées par décret. J'ai maintes fois été au niveau du service des archives nationales pour chercher un décret, etc. Donc, quand vous allez, il y a une petite redevance qu'on vous demande
contre attribution ou bien contre donation d'une copie du document que vous recherchez. Donc, soit vous consultez sur place, soit on assure, on vous fasse, soit on vous fait la reprographie du document administratif recherché lui-même, contre versement des frais liés à cette reprographie. La troisième option, ou bien le troisième schéma de communication du document administratif, c'est la voie électronique, donc par courrier électronique et sans frais, lorsque le document est disponible sous forme électronique. Là également, maintes fois, les usagers, et personnellement, je m'étais rendu dans plusieurs administrations où j'ai reçu copie de certains documents par voie électronique. Donc, voilà les trois schémas définis par l'article 18 de cette ordonnance. Premièrement, par consultation. Deuxièmement, par reprographie. Et troisièmement, par voie électronique. Maintenant, toute demande d'accès aux documents administratifs doit revêtir la forme écrite. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, quand un usager se présente devant le service public, il se présente muni d'une requête par laquelle vous demandez à l'administration de mettre à votre disposition tel ou tel document. Donc c'est par voie écrite que la demande est faite. Un accusé de réception doit être remis au demandeur. Et l'administration est tenue de donner une suite motivée à cette demande par écrit dans un délai de 15 jours pour compter de sa saisine. Toutefois, et ça c'est important, parce qu'il y a une catégorie de personnes également qui, à cause de leur fonction, c'est également le cas des journalistes, et vous allez le voir. Donc toutefois, les demandes émanant des chercheurs et des journalistes doivent être traitées dans un délai de 5 jours. Si un usager se présente, l'administration doit répondre dans un délai de 15 jours. Mais s'agissant d'un journaliste ou s'agissant d'un enseignant ou d'un chercheur, eh bien le délai est ramené à 5 jours. Vous conviendrez avec moi, c'est au regard de l'importance de l'objet de cette demande. Si c'est un chercheur, vous voyez l'objet de la recherche. Et si c'est un journaliste, c'est également dans le cadre du droit à l'information des citoyens. Donc, quand un journaliste fait cette requête, eh bien, l'administration est tenue de répondre dans un délai de 5 jours. Maintenant, qu'en est-il du refus de communication du document? L'article 20 dispose que le refus de communication d'un document est notifié au demandeur et est par écrit et est motivé. Le silence gardé pendant plus de 7 jours par l'autorité compétente saisie d'une demande de communication de documents et s'agissant d'une demande émanant de chercheurs ou de journalistes pendant plus de 5 jours, vos décisions de refus. Si pour un usager, après 7 jours, il n'y a pas eu de réponse, on estime que l'administration a refusé l'accès aux documents. Et s'il s'agit d'un journaliste ou d'un chercheur, si après 5 jours, il n'y a pas eu de réponse, ce refus vaut, ce silence vaut refus d'accès aux documents. Maintenant, qu'en est-il de la notification et de la publication des documents administratifs? L'article 21 dispose que, sauf disposition prévoyant une décision implicite de rejet ou un accord tacite, toute décision individuelle prise au nom de l'État, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public n'est opposable à la personne qui en fait l'objet que si cette décision lui a été préalablement notifiée. Donc on ne peut pas vous opposer à une décision de rejet tant qu'on ne vous a pas préalablement notifié cela. Maintenant, les usagers du service public ont le droit également d'être informés des motifs des actes individuels ou collectifs défavorables qui les concernent. S'il y a un acte individuel qui vous est défavorable, vous êtes en plein droit de recevoir le motif pour lequel cet acte vous est défavorable. Ça peut être par exemple un acte qui vous inflige une sanction, ça peut être un acte qui refuse un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales de l'obtenir. Si par exemple vous êtes tous dans les mêmes conditions pour recevoir un acte, les autres l'ont eu, vous on vous le refuse. Cela veut dire que l'administration est obligée de vous notifier et de motiver les raisons du refus de cet acte.
Ou bien si l'acte subordonne l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou qui impose des suggestions. Là également, l'administration est tenue de motiver. Ou si l'acte retire ou abroge une décision créatrice de droit. Vous avez un arrêté par lequel vous avez été nommé, ou bien un arrêté en tout cas qui vous crée un certain nombre de droits. Si cet acte est abrogé ou bien il est retiré, l'administration est dans l'obligation ici de motiver, de vous donner les raisons du retrait ou de l'abrogation de cet acte. Et enfin, si l'acte oppose une prescription, une forclusion ou une déchéance. Voilà les cas dans lesquels l'administration est tenue de notifier aux citoyens ou à l'usager les cas de refus de l'accès aux documents administratifs. Donc, maintenant, le dernier point concerne l'accueil des usagers. Parce que vous savez, quand vous venez dans un service, souvent le citoyen, il est dépaysé. Il ne connaît pas comment le service fonctionne. Donc c'est pourquoi le chapitre 7 fait obligation aux administrations de mettre des insignes ou de mettre des informations de telle sorte que l'usager peut être orienté et de mettre également en place un service d'orientation et de l'information des publics. C'est pourquoi souvent, quand vous venez dans les différentes administrations, vous avez un service d'accueil et d'information qui vous oriente selon le besoin pour lequel vous vous êtes présenté devant l'administration. Et l'article 24 dispose en substance que chaque administration assure en son sein l'accueil et l'information des usagers au niveau d'un service d'accueil et d'orientation du public. Elle est tenue de communiquer à l'usager les informations exactes sur les procédures et formalités nécessaires à l'obtention des prestations qu'elle fournit. Et enfin, l'article 25 dispose qu'en vue de faciliter l'accueil des usagers, chaque administration procède à une signalisation de ces services comportant, selon les cas, des flèches apparentes indiquant l'emplacement des divers bâtiments, bureaux et escaliers d'accès. En bas de chaque escalier ou de chaque principal escalier, un tableau signalant les différents niveaux et à chaque étage et carrefour exactement des signalisations. En fait, tout ceci concourt à informer l'usager de la voie par laquelle ou de l'endroit où se trouve l'information qu'il recherche. C'est une obligation légale qui est contenue dans cette ordonnance. Et enfin, il est tenu à la disposition des usagers un registre de réclamation et paraphé dans lequel ils peuvent consigner leurs observations et suggestions. Ce registre est tenu au service d'accueil. Et ça, c'est une façon de permettre aux administrations, ou bien aux usagers, pardon, de s'exprimer si le service a bien fonctionné ou il n'a pas bien fonctionné, s'ils sont satisfaits de la prestation qui a été faite ou pas. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire sur la notification et la publication des documents administratifs.